Alors moi, je suis européaniste, c'est-à-dire que en tant qu'ethnologue, le premier obstacle auquel je suis confrontée, c'est que on dit dans l'histoire des sciences que depuis au moins le 19e siècle, le rêve est une activité privée du fait de sa constitution en objet d'une discipline scientifique, la psychologie, puis ensuite la psychanalyse, qui aurait donc contribué à la désocialisation, en tout cas à la disqualification d'autres usages sociaux que l'exploration de son intériorité, de ses conflits relationnels, bien sûr, mais disons toujours abattus sur le sujet rêveur. Et c'est bien ça qu'il faut mettre entre parenthèses si on veut faire de l'ethnographie. Mais je dirais que le plus souvent, les ethnologues, quand ils travaillent dans des sociétés occidentales, ne prennent pas le rêve comme objet premier de leurs enquêtes, mais en revanche, ils le rencontrent presque à chaque pas. En tout cas, quand on fait de l'ethnologie de pratique religieuse, c'est mon cas. C'est un objet qui est constamment présent. Si vous travaillez sur le culte des saints, les saints apparaissent en rêve, les saints viennent vous réclamer une statue, une icône enterrée, par exemple dans le christianisme orthodoxe. Ils vous indiquent l'endroit où se trouve leur icône, qu'il faut aller déterrer pour ensuite construire un sanctuaire. Dans le christianisme romain, de la même manière, le saint vient en rêve vous dire que sa statue, elle est absolument dégoûtante, il faut la nettoyer. Et donc, vous avez immédiatement un mode de communication suivi avec une entité non humaine, avec qui joue un rôle très important dans l'organisation la reproduction du groupe social et qui a des effets extrêmement concrets dans la vie des gens, qui peut vous envoyer des maladies. Il suffit de renvoyer à l'ethnologie de Desmartines pour le tarantisme, par exemple, où c'est le saint en rêve qui vient fixer le moment où il aura fini de posséder le ou la tarentulée. Quand vous faites des enquêtes sur les pèlerinages, sur les relations entre les vivants et les morts, c'est la même chose. On est toujours confronté à l'expérience onirique comme mode de communication privilégié avec un défunt et à l'existence, alors là je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit pour Madagascar, c'est-à-dire l'existence de rêveuses. Ce sont des femmes en général. Et lorsque nous avions préparé un numéro de terrain il y a déjà longtemps, quelqu'un qui est devenu ethnologue maintenant, Deborah Puch, avait fait une enquête dans sa famille où elle décrivait de manière tout à fait précise la fonction de rêveuse pour le groupe familial de sa grand-mère maternelle sicilienne. L'ethnographie est plus facile en Italie qu'en France pour identifier au présent ce genre de compétences, qui avait tout un stock de rêves faits par des membres de la famille, qui fonctionnait un peu comme un corpus de contes qui permettait ensuite d'analyser les situations critiques du groupe familial. C'était un usage thérapeutique, un usage de mise en ordre des relations de parenté par alliance, etc. Et donc, ça dans la société contemporaine. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est non pas vous prendre des exemples qui ont tout de même été bien documentés dans ce qu'on a appelé, nous, ethnologues, les sociétés chrétiennes, c'est-à-dire où le christianisme a été un modèle fondateur, mais au contraire des moments soit de déchristianisation de l'expérience onirique, soit de construction de ce que Desmartines appellerait aujourd'hui une formation de compromis, et ce sera le cas de Fellini. Donc je vais prendre ce que j'appellerais deux maîtres du rêve qui ont
qui ont réélaboré les expériences oniriques à travers un livre de rêves, mais un livre des rêves qui n'est pas toujours reconnaissable en tant que tel. Le premier cas, c'est les enquêtes sur l'inconnu, c'est comme ça qu'il le nomme, de l'astronome Camille Flammarion. On est tout à fait à la fin du 19e siècle, 1899, mais deux cas ont un siècle d'écart. Vous voyez, ici, on est dans l'observatoire de Juvisy, c'est la bibliothèque de Flammarion. Flammarion, c'est un astronome, mais c'est un vulgarisateur scientifique et c'est aussi un écrivain. Et il va solliciter des récits de visions et de rêves à travers des enquêtes par voie de presse qu'il calque sur les enquêtes d'une société savante, la Société de recherche psychique anglaise, et qui a son équivalent en France. Mais il s'agit pour ces sociétés de documenter des choses au statut tout à fait incertain, qu'on appelle télépathie, communication à distance, clairvoyance, coïncidence, hallucination véridique. Et cet intérêt dans la sphère des activités scientifiques du moment se trouve au carrefour de plusieurs disciplines qui sont en train de se redéfinir, au carrefour de l'anthropologie, de l'histoire des religions, et de la psychologie et de la psychanalyse, puisque c'est aussi la préhistoire de l'inconscient freudien qui apparaît à ce moment-là. Camille Flammarion, lui, appartient à la Société psychique française, mais ce qu'il fait à travers cette enquête par voie de presse en 1899, c'est une action pédagogique, pour résumer les choses. C'est un républicain et c'est un anticlérical. Et il veut, c'est l'objectif défini, vérifier l'existence de ces phénomènes de vision à distance, de télépathie, de communication d'un mort à un vivant, sur le mode de la démonstration positiviste. C'est au fond un moment d'effort naturaliste contre le modèle catholique que les enquêtés, enfin, ses correspondants connaissent très bien. Et donc, il publie par voie de presse son questionnaire qui, il y a deux questions, je vous les résume pour aller vite. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir ou d'être touché par une personne à distance qui est éloignée, qui n'est pas présente, et dont vous apprenez dans les jours ou les semaines qui suivent la mort de la même manière qu'elle vous est apparue dans votre rêve ou votre vision. Tout le débat de fait et l'ambiguïté, c'est précisément cette question de la relation, de la comparaison entre vision et rêve, d'où l'expression parfois employée par les enquêteurs de rêve éveillé. Mais précisément, les réponses des correspondants, il va recevoir à peu près 5000 lettres de réponses, c'est justement de décrire des expériences où la distinction que l'on peut faire normalement, de manière rationnelle, est suspendue par le type d'expérience, par on peut dire la contamination onirique d'une expérience imaginaire, au fond. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire, en tout cas d'une suspension de la distinction habituelle entre rêve endormi et vision éveillée. Mais ce qui est tout à fait important, c'est de montrer comment opère cette activité pédagogique de Flammarion, parce qu'il s'empare de ces réponses, les réponses qui consistent, il donne un exemple comme modèle, et il s'agit de, précisément à la différence du fait d'être visité par son grand-père mort, ou sa grand-mère, ou un parent, etc., et d'établir un code herméneutique qui permet de lui donner sens,
là, il n'y a pas d'interprétation. Et donc, il n'y a pas d'exégète, il n'y a pas d'interprète de rêve dans le modèle naturaliste que Flammarion entend diffuser, parce que c'est un homme de science. Mais c'est un homme de science qui ne peut pas renoncer à une sorte d'immortalité. Et donc, l'expérience onirique selon le modèle naturaliste qu'il met en place, et je vais vous expliquer en quoi il consiste, a pour but de démontrer sur le mode de la connaissance positiviste un objet de foi. L'immortalité d'une composante de la personne qu'on appelle, comme chez les spiritualistes, le père-esprit, et qui donc survit à la mort et qui peut donc venir communiquer avec le vivant. Autrement dit, les limites de la personne ne sont pas ses limites corporelles. C'est ça qu'il faut en retenir. Alors, quel est le modèle que Flammarion met en son coup de génie, si vous voulez, parce que les Anglais en ont adopté un autre. Et donc, selon les cultures nationales, on a, parce que c'est un modèle qui est vraiment diffusé dans toute l'Europe, cette entreprise-là, mais avec, selon des modèles différents par culture nationale. En Angleterre, c'est le modèle de l'énigme policière. On mobilise des témoins qui doivent documenter, comme le ferait un enquêteur de police, les articles de journaux qui viennent vérifier, etc. Non, Flammarion, lui, il étend à cette question de la vérité factuelle de l'image mentale le modèle de la photographie. C'est-à-dire que ce que vous voyez en rêve, l'image de rêve, est le calque de la situation factuelle, la situation empirique. Je vous donne un exemple. Je rêve que mon petit-fils Daniel meurt de grippe, je ne sais quoi. Je transpose un exemple. Couché sur un édredon rouge, et quelques jours après, je reçois une lettre de ses parents me disant que le petit Daniel est mort de la grippe, étendu sur un édredon rouge. C'est-à-dire que vous avez rêver, c'est produire des clichés photographiques. Or, ce modèle du cliché photographique, il a été effectivement utilisé par tous les enquêteurs, les psychologues travaillant sur le rêve au XIXe siècle. C'est un modèle qui circule dans les milieux de la psychologie scientifique, l'assimilation d'une nouvelle image liée à une innovation technique, la photographie, avec l'image mentale. Et de plus, on peut dire que ce modèle photographique, c'est aussi plus généralement le modèle de la sensibilité. L'impression, le vocabulaire de l'impression qui circule pour rendre compte de différentes sortes d'expériences. Donc, ce que fait Flammarion en tant que bon éducateur de la Troisième République, c'est de demander à ses lecteurs de traduire leurs expériences présentes ou passées dans ce modèle naturaliste qui évacue les vierges, les saints, tout ce qui peut être les présages, tout ce qui peut donner lieu à tout ce qui est intégré dans l'arsenal du christianisme coutumier ou protestant d'ailleurs, parce que beaucoup répondent aussi à Flammarion. Évidemment, les scripteurs n'adoptent pas facilement ce modèle et il faut se reporter aux archives Flammarion. Je dis il faut se reporter aux archives parce que Flammarion a utilisé ces réponses pour publier un nouveau genre de livre populaire qui est le livre interactif. C'est le frère de l'éditeur, Flammarion, et il introduit une formule éditoriale qui aura beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'il fabrique des livres avec ses lettres. Mais
Et les gens sont nommés, les gens sont identifiés, la lettre est datée. Donc, il y a d'abord pour le lecteur, sauf s'il a expliqué qu'il ne voulait pas être publié, il y a d'abord un accès à l'imprimerie qui est tout à fait séduisant pour les correspondants de Flammarion. Mais il y a aussi tout un travail éditorial qui est fait par Flammarion, et on le voit quand on reprend les lettres et qu'on les compare avec la version publiée, où avec des interventions parfois minuscules, il arrive à donner un sentiment d'homogénéité à toutes ces expériences, de sorte que quand on lit ces volumes, il y en a plusieurs, hein, il y en a 5 ou 6, L'inconnu et ses mystères, La mort et ses mystères, L'inconnu et les sciences psychiques, La mort et ses mystères, Les maisons hantées, de 1900 à 1920-1930. Ces livres sont des best-sellers. Vous les retrouvez aujourd'hui dans les bibliothèques d'ésotérisme. Elles continuent à être publiées. Mais on a là, en fait, alors, un moment de transformation culturelle qui est un moment de modernité, de modernisation de l'expérience onirique telle qu'on la connaît dans des milieux sociaux très, 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 très variés. Et c'est ça l'intérêt de l'enquête de Flammarion, c'est que les différents journaux qui ont diffusé ces enquêtes touchent aussi bien je pense qu'il a publié ça dans le Petit Marseillais, par exemple, ici, mais il a tout le milieu rural autour de Marseille à la fin du 19e siècle, comme il a dans les annales, je ne sais plus comment, littéraires, à Paris, la bourgeoisie éclairée. Donc ça traverse vraiment les milieux sociaux. Alors, ce modèle plus ou moins approprié, ce modèle naturaliste, il s'oppose à des résistances évidemment, et il n'a fait que relancer les systèmes coutumiers. Ça ne les a pas éliminés, ça n'est pas une entreprise de colonisation moderniste. Hein. Au contraire, on voit quand on suit ces correspondants, certains sont des correspondants réguliers, on les voit se mettre au fond à transformer l'enquête en lieu d'une autobiographie envoyée par correspondance à Flammarion. Bon, deuxième exemple, c'est celui à un siècle donc de distance. C'est celui du livre de mes rêves de Fellini. C'est une édition posthume paru en 2000 aussi bien en France qu'en Italie. Fellini avait l'habitude de dessiner ses rêves sur des feuilles volantes. Et il n'avait pas l'intention, il a résisté aux demandes d'éditeurs de publier ce livre. C'est un livre qui a été publié par la Fondation Fellini après sa mort, mais il a publié des planches dans des revues de bande dessinée et donné à des amis. Le point de départ, ce qui est publié là, c'est ce qui a été conservé. Alors, on peut dire que cet ouvrage à l'histoire du livre, au fond, obéit à la logique de l'ouverture d'un reliquaire avec les reliques, puisque les planches étaient conservées dans un coffre-fort bancaire et le code qui était donné pour l'ouverture, c'était réunir les différents membres de la parenté, exactement comme quand on ouvre un reliquaire où il faut les clés des différents pouvoirs de la ville qui permet de l'ouvrir. D'où le fait que ce livre est paru très tard, parce qu'on n'arrivait jamais à réunir les différents parents qui devaient être présents. Bon, ça c'est, je referme la parenthèse. Les deux albums qui sont publiés obéissent à deux périodes différentes, 1960-1965-67. Première période, c'est l'entrée en analyse de Fellini chez un thérapeute qui a été redécouvert par ce livre, précisément,
Ernst Bernhard, qui est un psychanalyste berlinois juif, qui est réfugié en Italie, qui a été arrêté par la police mussolinienne, et je passe sur sa biographie, mais qui est l'introducteur de Jung en Italie. Il est à la fois freudien et formé à la fois à l'analyse freudienne et à l'analyse jungienne. Donc il incite ses patients à transcrire leurs rêves. Dans le cas de Fellini, il lui demande de les dessiner puisque c'est un caricaturiste. Et d'autre part, c'est l'analyste de tous les artistes italiens de cette période des années 60, Nathalie Ginsburg, par exemple, Vittorio De Sica, les cinéastes, des romanciers. C'est l'analyste des créateurs, des cinéastes et des écrivains. Vous avez là ce que... ce n'est pas seulement une image de rêve que la figuration d'une image mentale, c'est la transposition d'un moment de la séance analytique. Et vous avez dans le premier volume précisément cet effort du cinéaste pour transposer par l'écriture et par le dessin ce que c'est qu'une séance d'analyse. Quand Signor Fellini vogliamo lavorare seriamente, et ça c'est son analyste qui parle. Monsieur Fellini, est-ce que nous nous mettons vraiment au travail? Il le rappelle à l'ordre. Hein. Et Fellini, de la description du rêve à gauche, Fellini qui s'échappe sur une échelle pour rejoindre une plantureuse jeune femme, dans lequel on pourrait voir une sorte de détournement de la fameuse échelle de Jacob dans le rêve chrétien. Mais bon, ça c'est une interprétation de ma part. Bon, donc vous avez une série d'images qui sont de cet ordre-là. Et puis le second volume, le second album, qui s'est prolongé après la mort de Bernhard. Bernhard, l'analyste, meurt brutalement en 1965. Vous avez une période de deuil de Fellini, deuil de l'analyste, qui se traduit par des rêves où il accompagne pendant un an, c'est exactement le deuil, la période coutumière du deuil. Il l'accompagne dans l'au-delà et vous avez les images de Fellini qui l'accompagne par le jeu de vêtements, etc. Je n'entre pas dans ces détails. Le devenir de Bernhard dans l'au-delà. Et ensuite, vous avez ce que des critiques d'art et des historiens du cinéma ont qualifié d'exercice de style. On peut en voir quelques-uns si on passe rapidement. Ça, c'est la transposition, l'effort de transcription du rêve. Vous avez Fellini avec Giulietta et il décrit donc le texte et l'image. On passe après la première. Et là, voilà, ça c'est intéressant parce que ce qu'il appelle l'image hypnagogique, c'est l'intervention de Jung directement. Fellini est passionné par Jung à travers Bernhard et on le voit dans les rêves à travers la figuration tour à tour de Jung et de Bernhard qu'il prend la place d'un troisième maître d'interprète de rêve. Il y a Jung, il y a Bernhard et il y a Fellini. Fellini qui par ailleurs publie dans des magazines de bande dessinée ses rêves avec un commentaire en donnant une clé des songes à sa façon. Tous les différents personnages d'une image, ce sont des figurations de soi-même, etc. Et ce sur quoi je voudrais m'attarder un peu, si j'ai le temps, ça alors, on est en plein dans ce que les critiques d'art disent, l'exercice de style de Fellini, dont vous savez qu'on le qualifie, on le reconnaît comme le cinéaste onirique par excellence. Je voudrais que vous regardiez le milieu de la page, et vous avez un texte. Et
2 hexagrammes. Ces 2 hexagrammes, c'est les hexagrammes du Yiking, c'est-à-dire le manuel d'interprétation des rêves que Jung avait fait traduire en anglais, qu'il est l'introducteur pour le monde anglo-saxon de ce livre canonique chinois introduit par un sinologue allemand au début du XXe siècle. Et Bernard a fait la même chose pour l'Italie, introduire une version italienne de ce manuel de divination. C'est dire qu'à partir du moment où Bernard disparaît comme analyste, Fellini introduit un nouvel instrument de divination, le livre canonique chinois, qui est d'ailleurs l'exemplaire de Bernard que lui a transmis son épouse, pour pratiquer ce qu'on trouve très fréquemment dans les usages divinatoires, c'est faire confirmer, se faire s'entre-interpréter 2 systèmes de divination. Et là, vous le voyez, introduire, à côté d'une lecture jungienne du rêve, dont on peut suivre l'apprentissage tout au long de ces planches de dessin, une autre forme de divination qui est la divination chinoise, et ce qui est appelé livre des rêves par les éditeurs est en fait une sorte d'autobiographie de Fellini qui traduit très précisément comme une sorte d'auto-ethnographie de lui-même les moments de crise entre la fin d'un film et le commencement d'un autre film. Des crises très, très difficiles à vivre quand on lit ce qu'il en dit, ce qu'il en écrit, et qui passent par l'interrogation constante de ces 2 modes, par ces 2 modes de divination. Alors, ce que je voudrais souligner pour terminer très rapidement, c'est le fait que ce livre a déjà été patrimonialisé par les Italiens. Il est pas en France. En France, bon, l'éditeur Flammarion l'a publié comme un livre d'art, mais en Italie, il a pris la forme du livre rouge de Jung, c'est-à-dire que les éditeurs italiens ont poursuivi l'identification de Fellini à Jung. Il est présenté dans toutes les expositions comme le livre sacré, en quelque sorte, qui est le livre du nouvel interprète des rêves que serait le cinéaste moderne.